LVE-toi. Ne me fais pas honte devant tout le monde. Ce fut la toute première réaction de Julien. Ces mots ont claqué dans l'air chaud de l'après-midi. Amélie venait de s'effondrer dans la cour de leur maison. Elle tombe exactement entre les tables de jardin. Il y avait des salades composes partout. Le barbecue fumait encore abondamment. Julien fêtait ses 38 ans ce jour-là. La cour de leur maison en banlieue lyonnaise était décorée avec soin. Il y avait des guirlandes lumineuses accrochées aux arbres. Des gobelets en plastique rouge traînaient sur les rebords des fenêtres. Les voisins étaient venus avec leurs jeunes enfants. Les collègues de travail de Julien discutaient avec des bouteilles de vin à la main. Le soleil déclinait doucement. L'ambiance était sans terre joyeuse et festive. Amélie portait un lourd plat de viande grille. Elle venait de le sortir de la cuisine. Elle a fait 3 ou 4 pas sur la terrasse. Et soudain, ses jambes ont tout simplement refusé de la porter. Elles ont cessé d'exister sous son poids. Le lourd plat en céramique a perçu le carrelage en premier. Un bruit sourd sonne. Ensuite, ce fut son tour. Amélie a lourdement chuté. Sa joue a touché le béton encore taille de la terrasse. L'odeur forte de la graisse cuite et des braises a immédiatement envahi ses narines. C'était une odeur curante. Amélie a essayé de bouger ses orteils. Elle a envoyé l'ordre depuis son cerveau. Mais rien ne s'est produit. Il n'y avait aucune douleur. Il n'y avait madame pas de sensation de faiblesse musculaire. Il n'y avait qu'un vide absolu et terrifiant. Elle a murmuré doucement qu'elle ne sentait plus ses jambes. Sa voix tremblait peine. L'incompréhension dominait. Julien la regarde de haut. Il n'y avait aucune trace d'anxiété dans ses yeux. Il n'y avait pas la moindre once de panique. Il n'y avait que l'irritation profonde d'un homme qui l'on vient de cher la FTE d'anniversaire. Hâte de faire ton Saint-Ma. LVE-toi immédiatement. Sa voix était dure et tranchante. Geneviève, la mère de Julien, s'approche presque au site. Elle s'étarte un MTR d'Amélie. Elle accroît les bras sur sa poitrine avec une moue daigneuse. Elle parle fort. Elle voulait que tous les invités puissent l'entendre clairement. Elle a toujours adoré attirer l'attention sur elle. Madame, aujourd'hui, le jour de l'anniversaire de mon fils, elle n'a pas pu s'en encher. Il y avait 14 personnes dans cette cour. 14 adultes qui les regardaient. Pas un seul d'entre eux n'a fait un pas en avant pour l'aider. Personne ne s'est précipité. Parce qu'au cours des derniers mois, Julien et sa mère les avaient tous soigneusement préparés. Ils avaient raconté tout le monde qu'Amélie était devenue TRS anxieuse. Qu'elle inventait constamment de nouvelles maladies pour se plaindre. Et quand elle, allonge sur le carrelage brûlant, incapable de sentir la moitié inférieure de son propre corps, la majorité des invités pensaient sincèrement que c'était juste une nouvelle scène dramatique. Une crise d'hystérie de plus. Amélie et Julien s'étaient rencontrés quand ils avaient un peu plus de 20 ans. Il n'y avait pas eu de grandes déclarations passionnelles. Il n'y avait pas eu de souffrance romantique ou de coups de foudre foudroyants. Ils s'étaient simplement trouvés au bon moment. Leur rythme de vie correspondait parfaitement. Ils partageaient la madame envie de construire une vie d'adulte responsable. L'époque, Julien semblait être un homme incroyablement fiable. Il avait un emploi stable dans la logistique. Il avait un caractère calme et posse. Il avait des plans solides pour leur avenir commun. Amélie, de son côté, était une femme soigne et TRS rationnelle. Elle travaillait comme comptable. Elle faisait partie de ces personnes qui ne dépensent jamais un centime de plus que ce qu'elles gagnent. 1 an plus tard, ils discutaient d'un PRT immobilier. Ils voulaient acheter une maison en prix de Lyon. Un toit commun. Des obligations financières communes. Un avenir totalement partagé. La banque avait approuvé leur crédit sur une durée de 20 ans. Mais ils avaient pris une décision stricte. Ils allaient rembourser ce PRT beaucoup plus vite. Ils ont commencé par supprimer les vacances. C'était le premier sacrifice. Quand l'école d'Amélie prenait l'avion pour passer l'été sur les plages d'Espagne ou d'Italie, elle restait au bureau. Elle calculait minutieusement les pourcentages pour le remboursement anticipé de leur maison. Quand les amis de Julien s'achetaient de nouvelles voitures modernes, il leur répondait sagement que ce n'était pas encore le bon moment pour eux. Ils accumulaient les heures supplémentaires au travail. Ils faisaient d'économies drastiques sur les travaux de rénovation. Ils réduisaient le budget des vêtements. Ils supprimaient presque toutes les sorties et les divertissements. Amélie versait plus de la moitié de son salaire chaque mois pour la maison. Parfois madame plus. Elle tenait des tableaux Excel complexes.
Elle comptait le reste de leur dette avec une précision chirurgicale. Elle se réjouissait sincèrement chaque fois que le chiffre baissait. Elle pensait vraiment que c'était exactement comme cela que l'on construisait une famille solide. Par l'effort constant. Par le sacrifice mutuel. Par le travail acharné. Pendant les 3 premières années de leur mariage, la question des enfants était abordée de manière très sereine. C'était un projet pour plus tard. Ensuite, le sujet est devenu une source d'anxiété. Puis, les discussions sont devenues tendues et difficiles. Le diagnostic final est tombé dans le bureau silencieux d'un spécialiste lyonnais. Il a été prononcé d'une voix TRS douce par le médecin. Amélie ne pourrait jamais porter d'enfant. C'était définitif. Une stérilité irréversible. Julien lui avait tenu la main ce jour-là. Il lui avait dit de ne pas pleurer. L'essentiel, c'est que nous avons l'un l'autre. C'est ce qu'il avait affirmé. Mais sa mère, Geneviève, avait entendu les choses d'une toute autre oreille. Au DBUT, elle avait fait semblant de compatir. Sa petite est beaucoup trop démonstrative pour Hunt. Puis, au fil des mois, elle a comment changé de ton. Elle devenait Henri. J'ai besoin d'un petit-fils. J'ai besoin d'un héritier pour notre famille. Et un homme a besoin de transmettre son nom. Qu'est-ce que c'est que cette grande maison sans le rire d'un enfant? C'est une maison morte. Une coquille vide. Pour qui est-ce que vous vous tuez là-dessus? Ces phrases blessantes sonnaient de plus en plus souvent. Au DBUT, Geneviève les prononçait voix basse dans la cuisine. Ensuite, elle a comment les dire devant les autres membres de la famille lors des repas du dimanche. Puis, elle les lanait presque sans aucune gêne devant tout le monde. Amélie faisait toujours semblant de ne pas entendre. Elle ravalait ses larmes. Elle se concentrait sur son assiette. Julien balayait le problème d'un revers de main. Ma mère s'inquiète simplement pour nous, disait-il. Ne fais pas attention elle. Le PRT immobilier restait donc le projet central de leur mariage. Tant que cette dette colossale existait, leur union avait un but précis. Ils étaient des partenaires d'affaires unis par une mission financière. Le jour où le tout dernier virement a été envoyé à la banque, ils ont ouvert une belle bouteille de champagne directement dans leur cuisine. Ils ont trinqué. Julien a souri largement. Voilà. Maintenant, nous allons enfin commencer à vivre. Amélie l'avait cru de tout son cœur. Elle ne savait absolument pas que, pour l'un d'entre eux, ce foutu crédit immobilier était l'unique chose qui maintenait encore ce mariage à la surface. Environ 5 mois avant la FTE d'anniversaire, Amélie a comment remarqué des choses étranges. Elle ressentait de légers picotements dans la plante de ses pieds le soir. C'était comme si elle était restée assise dans une mauvaise position trop longtemps. Elle avait l'impression d'avoir des fourmis dans les jambes. Amélie a mis cela sur le compte de la fatigue accumule. Après tout, elle passait ses journées entières assise devant un écran d'ordinateur. C'était la fin du trimestre fiscal. Elle restait au cabinet comptable pour boucler les bilans de ses clients. Il était donc tout fait logique de penser qu'elle souffrait simplement de surmenage. Quelque temps plus tard, une sensation de lourdeur est apparue. Ce n'était pas vraiment une douleur aiguë. C'était plus le sentiment que ses membres pesaient des tonnes. Ces 8 heures de travail quotidien ont comment ressemblé des journées de 12 heures. Elle rentrait à la maison le soir complètement vide. Elle se sentait épuisée comme si elle venait de courir un marathon sous un soleil de plomb. Pourtant, elle n'avait fait qu'analyser des factures et vérifier des colonnes de chiffres. Un mois plus tard, un nouveau symptôme TRS inquiétant s'est ajouté à la liste. Sa vision a comment se troubler de fan aléatoire. Pendant une quarantaine de secondes, le monde autour d'elle disparaissait dans un brouillard gris. Elle ne voyait plus les chiffres sur son écran. Puis, la vue revenait lentement. Elle clignait des yeux plusieurs fois. Elle buvait un grand verre d'eau froide. Et elle reprenait son travail en silence. Un soir, alors qu'elle prenait sa douche, ses jambes se sont drobées sous elle sans le moindre avertissement. Ses genoux ont simplement cédé. Amélie a tout juste eu le temps de s'agripper fermement au bord du lavabo blanc. Elle a réussi ne pas tomber lourdement sur le carrelage humide. Son cœur battait tout rompre. Elle a raconté cet incident terrifiant Julien dès qu'il les rentre. Tu exagères toujours tout. C'est ce qu'il a répondu avec un calme olympien. Tu te montes la TTE toute seule. Tu devrais arrêter de lire toutes ces bêtises médicales sur Internet. Il disait cela sans la moindre trace d'irritation. Il avait madame un légère sourire aux lèvres. Il ressemblait à un homme bienveillant qui tente de rassurer sa femme trop angoisse.
Un moment donne, au cours de ces mesdames mois, Julien a comment parlé de créer sa propre entreprise. Mon traite de piste automobile pourrait TRS bien TR transfert entièrement en ligne. C'est ce qu'il répétait souvent lors du dîner. Tout le monde fait du commerce électronique aujourd'hui. Les marges de profit sont beaucoup plus levées. Les frais de location d'un local sont réduits au minimum. Le marché est en pleine croissance. Il sortait son téléphone portable. Il montrait à Amélie des calculs complexes, des graphiques colores, des exemples de concurrents qui avaient réussi. Il parlait avec une immense confiance. Il la regardait droit dans les yeux. Il va falloir un petit capital de DPART. Nous allons devoir prendre quelques petits crédits pour lancer la machine. Ne t'inquiète pas, j'ai tout calculé au centime PRS. Amélie n'a pas cherché s'y opposer. Au cours de leur dizaine de mariage, elle avait pris l'habitude d'être son soutien indéfectible. Elle était le pilier solide de la maison. Ils avaient toujours pris les grandes décisions financières ensemble. S'il disait qu'il fallait prendre un risque calcul maintenant que la maison t'est paye, elle croyait sincèrement que ce risque en valait la peine. Les nouveaux crédits bancaires ont été signés les uns après les autres. Les sommes empruntes augmentaient progressivement, tape par tape, pour ne pas l'effrayer d'un coup. Julien expliquait cela par la nécessité d'acheter un gros stock initial de marchandises. Puis il parlait du budget publicitaire. Ensuite, c'était le coût de la création d'un site web professionnel. Tout semblait parfaitement logique et justifié. Amélie ne se mêlait pas des détails opérationnels. Elle continuait de tenir ses propres tableaux de dépenses domestiques. Elle vérifiait que tout est en ordre. Elle pensait naïvement qu'ils étaient simplement en train de franchir une nouvelle étape passionnante dans leur vie de couple. Dans la cour de la maison, la musique continuait de jouer plein volume. Les basses faisaient vibrer les fentres. Amélie était toujours allongée sur le carrelage. Elle sentait le béton chauffe par le soleil brûler doucement sa joue droite. Elle essayait désespérément de comprendre pourquoi son cerveau n'arrivait plus à communiquer avec ses jambes. La panique grandissait en elle. Mais c'était une panique lente. Presque froide et détache. C'est exactement cet instant précis qu'un bruit strident a retenti au-delà du portail de la maison. La sirène hurlante d'une ambulance s'approchait rapidement. Quelqu'un avait fini par appeler les urgences malgré les moqueries. Plus tard, Amélie apprendrait que c'était la voisine du 3e étage de l'immeuble d'en face. Cette femme ne leur parlait presque jamais. Elle ne connaissait absolument pas les rumeurs sur la prétendue hypocondrie d'Amélie. Depuis sa fenêtre, elle avait simplement vu une femme s'effondrer lourdement par terre et ne plus se relever. L'arrivée bruyante de l'ambulance a brutalement rompu le charme de la FTE. La musique joyeuse ne s'est pas arrêtée immédiatement. Il a fallu attendre que le gros véhicule blanc et jaune pénètre dans l'halle pour que quelqu'un pense enfin de brancher l'enceinte connect. Le médecin urgentiste est descendu en courant. Il s'est agenouillé PRS d'Amélie. Sa première question a été directe. Elle est tombée violemment. Y a-t-il eu un choc la tétée au moment de l'impact? Amélie a essayé de formuler une réponse claire. Mais sa propre voix lui a semblé étrangement touffe. Je ne sens plus du tout mes jambes. Mais non. Je ne crois pas avoir heurté ma tétée en tombant. Le médecin a sorti une petite lampe torche. Il a rapidement vérifié la réactivité de ses pupilles. Il a pris sa tension artérielle. Il a coupé son locution. C'est un accident vasculaire cérébral. Quelqu'un parmi les invite à chuchoter ces mots terribles. Cette taurie se propage dans la cour à la vitesse de l'éclair. Un AVC. Un caillot de sang. Elle a trop stressé ces derniers temps avec son travail. Julien a immédiatement sauté sur l'occasion pour appuyer cette hypothèse. Oui, elle est dans un théâtre de stress permanent. Elle s'inquiète tout le temps pour des riens. Elle se rend malade toute seule. Le mot AVC est soudainement devenu incroyablement pratique. Il était logique. Il était presque salvateur pour les invités. Il expliquait la situation dramatique sans inciter de poser des questions gnantes. Les ambulanciers ont soulève Amélie avec d'infinies précautions. Ils l'ont installée sur une civière rigide. Pendant qu'il la sanglait, elle a entendu une voisine murmurer avec une pitié feinte. Elle est encore si jeune. Mais bon, force de se surmener, voilà AMNE. Elle s'est détruite la sente. L'intérieur de la cabine de l'ambulance, le médecin urgentiste a sorti une petite aiguille. Il a de nouveau testé la sensibilité de sa peau. Vous ne ressentez absolument rien en dessous de la taille. C'est bien à. Il a posé la question avec un froncement de sourcils. Amélie a lentement secoué la TTE. Non.
Rien du tout. Un accident vasculaire cérébral frappe généralement un seul CT du corps. Il provoque une myalgie. Ici, le tableau clinique est totalement différent et atypique. Le médecin n'a rien à jouer voix haute. Il agare ses doutes pour lui. Mais son regard est devenu beaucoup plus concentré et analytique. Il a vérifié que les ceintures de sécurité de la civile étaient bien attachées. Il se tourne vers la porte arrière ouverte. Qui accompagne la patiente à l'hôpital? Son mari. Un membre de la famille. Il affixe Julien droit dans les yeux. Le mari se tenait un peu le quart sur la pelouse. Il avait les bras croisés dans une posture défensive. Il n'avait pas l'air effrayé pour la vie de sa femme. Il n'avait pas l'air perdu non plus. Il avait juste l'air profondément agacé par ce contretemps. Je vous rejoindrai plus tard aux urgences. C'est ce qu'il a répondu d'un ton de Saint-Volt. J'ai des invités ici. Je dois terminer la FTE. Il faut que je range la viande et les restes de nourriture. Et de toute façon, qu'est-ce que je pourrais bien faire d'utile à l'hôpital? Le médecin a été choqué par cette froideur. Il a insisté. Le TAT de votre femme était sérieux, monsieur. Il est fortement recommandé qu'un proche soit présent ses CTS en salle de réanimation. Julien a simplement haussé l'épaule. Vous venez de dire que c'était probablement un AVC ou un truc du genre. Les médecins de l'hôpital sauront quoi faire. C'est leur métier. Il n'a pas fait un seul pas vers l'ambulance. Il n'a pas effleuré le visage de sa femme. Il n'a madame pas essayé de lui prendre la main pour la rassurer avant le DPART. Quelques invites, GNS par cette scnée glaciale, on tourne le regard. Geneviève, elle, expliquait Digi une autre voisine qu'Amélie avait toujours été fragile des nerfs et que ce caprice allait vite passer. Amélie était allongée sur le dos. Elle fixait le plafond métallique de l'ambulance. Elle écoutait le bruit du moteur qui démarrait. C'est exactement cet instant précis qu'elle a eu une révélation. Ce n'était pas quand ses jambes l'avaient abandonné. Ce n'était pas quand le mot AVC avait été prononcé. C'était cet instant, en entendant le refus de son mari, qu'elle a compris avec une claire aveuglante. Sa famille n'existait plus. L'illusion était brise. L'intérieur de sa poitrine, quelque chose s'est définitivement et silencieusement déchiré. Les lourdes portes de l'ambulance se sont claquées. Le véhicule s'est mis en route avec un sursaut. Et seulement au moment où la cour de sa maison a disparu derrière le premier virage de la rue, Amélie a ressenti une motion nouvelle. Ce n'était pas de la peur face à la maladie. C'était une certitude froide, implacable et limpide. Si jamais elle réussissait survivre cette preuve, elle n'aurait plus personne vers qui revenir. Aux urgences de l'hôpital central de Lyon, l'agitation était son comble. Les infirmières l'ont immédiatement branché de multiples moniteurs cardiaques et respiratoires. On lui apposse une voie veineuse pour une perfusion d'hydratation. Amélie reste allongée seule dans un box froid par des rideaux médicaux. Une terreur profonde face à cette situation absurde la submergeait par vagues. Elle réalisait quel point elle était dramatiquement seule au monde. Quel point elle n'avait d'importance pour personne. Les brancardiers l'ont emmenée passer une IRM cérébrale et médulaire d'urgence. On lui a fait de multiples prises de sang. Les infirmières ont rempli des dizaines de tubes de différentes couleurs. Elles ont vérifié sa tension artérielle en continu. Elles ont testé la réaction de ses pupilles à la lumière. Elles ont frappé ses genoux avec un marteau Airflex. Ses jambes refusaient toujours obstinément de répondre. Les soignants parlaient de manière brevée, utilisant un jargon médical incompréhensible. Le temps semblait se refigue 1 ou 2 heures ont découlé. Puis, la porte du box s'est ouverte. Un neurologue est entré. C'était le docteur Martin. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants. Il a souri avec une véritable bienveillance. Il attire une chaise métallique et s'est assis TRS-PRS de son lit. Il plonge son regard dans le sien avec une attention soutenue. Madame Amélie. Il commande une voix TRS douce et pose. Les résultats de l'IRM sont formels. Vous ne pressentez absolument aucun signe d'un accident vasculaire cérébral. Votre cerveau est intact. Elle la regarde en clignant des yeux. Elle essayait de traiter cette information contradictoire. Mais alors? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? Le docteur Martin agarre le silence pendant une longue seconde. Il pesait ses mots. Vos examens montrent des signes TRS vidant d'une lésion SVR de votre système nerveux périphérique. C'est une neuropathie aiguë. Maintenant, nous devons impérativement en comprendre la cause exacte. Dites-moi, Amélie.
Au cours des derniers mois, avez-vous consommé de façon régulière et systématique quelque chose d'inhabituel? Des compléments alimentaires achetés en ligne. Des infusions bases de plantes rares. De nouveaux médicaments sans ordonnance. Ou peut-être avez-vous été exposé des substances chimiques toxiques sur votre lieu de travail? Amélie affronte les sourcils, perplexe. Non. Absolument pas. Je suis une simple comptable dans un bureau. Je ne manipule aucune chimie. Je ne prends aucun médicament particulier. Juste des vitamines classiques que l'on trouve en pharmacie. Consommez-vous de l'alcool de manière régulière? Peut-être des liqueurs artisanales ou des alcools forts? Insiste le médecin. Non. Presque jamais d'alcool. Le médecin hoche la tête lentement. Il ne remettait pas sa parole en doute. Mais il ne fermait aucune piste médicale. Réfléchissez bien. Y a-t-il quelque chose, n'importe quoi, que vous ingérez tous les jours de manière routinière? Amélie ferme les yeux. Elle a fait défiler mentalement sa routine des 5 derniers mois. Le réveil, le MTRO, le bureau de comptabilité, la fatigue crasante du soir, la douche rapide, le lit. Rien ne sortait de l'ordinaire. C'était la monotonie absolue. Le docteur a pris un stylo et a noté quelque chose sur son dossier médical. TRS bien. Nous allons élargir considérablement le spectre des analyses toxicologiques sanguines. Parfois, la cause d'une paralysie périphérique se cache dans des détails microscopiques qui ne sont pas évidents au premier abord. Lorsqu'il a quitté le box, le silence oppressant est revenu en force. Amélie a fixé les dalles blanches du plafond de l'hôpital. Elle a creusé sa moire pour identifier le moindre changement dans sa vie. Rien ne lui venait l'esprit. Seulement s'étranges picotements dans les pieds. Seulement cette fatigue musculaire anormale. Et aussi, cette curieuse amertume persistante dans la bouche tous les soirs avant de dormir. Un goutte métallique si faible qu'elle ne l'avait madame pas considéré comme un véritable symptôme médical. Le lendemain matin, l'hôpital se veillait dans le calme. Elle n'avait pratiquement pas fermé l'île de la nuit. Ses pensées tournaient en boucle dans un manche angoissant. Elle était paralyse des jambes. Ce n'était pas un AVC. La cause médicale restait un mystère total. Aux alentours de 9 heures, la lourde porte de sa chambre s'est ouverte sans faire de bruit. Une femme d'une quarantaine d'années entre. Elle portait un tailleur sombre TRS strict. Elle tenait un dossier en carton peint entre ses mains. Elle avait le regard pénétrant et imperturbable des personnes qui ont l'habitude d'annoncer des tracts sans montrer la moindre émotion. « C'est bien vous, Madame Amélie ?» a-t-elle demandé pour confirmer. « Oui, c'est moi. Je suis le capitaine Lefebvre. Je travaille pour la police judiciaire de Lyon. Votre neurologue, le docteur Martin, nous a transmis un rapport urgent concernant les derniers résultats de vos analyses toxicologiques. » Amélie s'écrispe immédiatement sur son oreiller. Les mots police judiciaire sonnaient de façon brutale dans le silence de la chambre d'hôpital. Est-ce que c'est vraiment une procédure obligatoire? A-t-elle demandé une petite voix craintive. Dans votre situation spécifique, oui, c'est absolument obligatoire. Les laboratoires de l'hôpital ont découvert la présence d'une substance toxique d'origine industrielle dans votre sang. La concentration relève dans vos analyses indique clairement une ingestion systématique et répétée sur une longue période. C'est un empoisonnement lent. Nous avons donc l'obligation illégale de découvrir comment ce poison a pu se retrouver dans votre organisme. Amélie l'a fixé intensement. Les mots flottaient dans l'air. C'était comme si son cerveau refusait de traiter leur sens immédiatement. Mais... Je vous l'ai dit, j'ai dit. Je travaille dans un bureau. Je ne manipule pas de produits chimiques. Nous en sommes parfaitement conscients, madame. C'est précisément la raison de ma présence ici aujourd'hui. Le capitaine Lefebvre attire une chaise et s'est assise. Elle a ouvert son dossier cartonne. Au cours des 5 derniers mois, avez-vous comment consommer un nouveau produit alimentaire de façon TRS régulière? Un produit spécifique. Je vous en prie, prenez le temps de bien réfléchir. Amélie a secoué la tête avec désespoir. Non. Je vous jure que non. Il n'y a rien de nouveau ou d'inhabituel dans mon alimentation. Essayons une autre approche. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage vous préparait des repas spam? Est-ce que quelqu'un vous servait des boissons spécifiques? Ou vous apportez quelque chose de précis consommé chez vous ou au travail? La question de l'enquêtrice a été posée d'un ton neutre et professionnel. Mais elle orientait clairement la réflexion vers une cible précise. Amélie a de nouveau plomb dans ses souvenirs récents.
Le travail. La fatigue du soir. La salle de bain où ses genoux avaient cédé. Ces épisodes de vision floue. Et soudain, un détail en apparence insignifiant et remonte la surface. C'était une image presque banale. Mon mari. Julien. Il a comment me préparer une infusion le soir. Une tisane. Le capitaine lève les yeux de son carnet de notes. Il a comment ressemble. Oui. Avant, je me préparais mon TH moi madame dans la cuisine. Mais depuis quelques mois, il a pris l'habitude de m'apporter une grande tasse fumante directement dans notre chambre couchée. Il disait que les plantes allaient m'aider me détendre et mieux dormir cause de mon stress. Le capitaine Leffre ne l'a pas interrompu. Elle écoutait attentivement. Cette tisane, c'était une marque habituelle. A-t-elle demandé RS calmement. Amélie s'est tue pendant une longue seconde. Les pistes du puzzle commençaient s'assembler dans son esprit. Elle avait un goût de tranche. Elle était un peu en. Je trouvais agréable. Mais Julien m'a expliqué qu'il avait taché une nouvelle marque de plantes aromatiques en vrac. Il disait que c'était une varie moins crée qu'il avait trouvé sur un marche. Le silence dans la chambre d'hôpital est soudain devenu crasant. Presque suffocant. Partir de quand exactement a-t-il instauré ce rituel quotidien? Apprécie l'officier de police. Amélie arrêche son souffle dans un long soupir tremblant. Il y a environ 5 mois. Juste avant que mes premiers symptômes n'apparaissent. Le capitaine Leffre a pris son stylo. Elle a inscrit cette information cruciale dans son rapport. Amélie, écoutez-moi bien. Sa voix restait étonnamment douce mais ferme. La substance toxique spécifique qui a été isolée dans votre sang par le laboratoire n'a absolument aucune utilité domestique. On ne la trouve pas dans les produits d'entretien ménager. Il s'agit d'un puissant graissant industriel. C'est un solvant chimique TRS agressif utilisé exclusivement dans l'industrie lourde et la mécanique automobile pour nettoyer les pistes de moteur. Amélie a soudainement eu l'impression qu'un bloc de glace glissait le long de sa colonne vertébrale. Son sang s'effigue. Julien travaillait précisément comme grande d'un grand entrepte de pistes de rechange pour l'automobile. Il passait ses journées au milieu des moteurs et des produits d'entretien mécanique. Dans le cadre de notre enquête criminelle, nous avons le devoir de vérifier minutieusement toutes les personnes qui avaient un acte quotidien, vos boissons et votre nourriture. Nous devons également identifier toutes les personnes qui avaient un acte professionnel ce solvant industriel précis. Amélie se laisse retomber sur ses oreillers. Elle fixait nouveau le plafond blanc. La veille, dans l'ambulance, elle avait rallié avec tristesse que son mariage était mort cause de gosse de son mari. Aujourd'hui, allonge dans ce lit d'hôpital, elle devait affronter une vraie infiniment plus monstrueuse. Elle admettait pour la toute première fois la probabilité terrifiante que l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 10 ans l'avait systématiquement empoisonné petit feu. T'es-vous PRT déposé une plainte officielle pour tentative de meurtre? A demandé doucement le capitaine Leffre. Amélie a fermé les yeux. Une série d'images violentes à travers son esprit. La cour en soleil de leur maison. Le carrelage brûlant contre sa joue. La voix froide et irrite de Julien. LVE-toi, tu me fais honte. Le regard condescendant de sa belle éméreux. Elle a rouvert les yeux. Ses larmes avaient disparu. Elles avaient laissé place une détermination glaciale. Oui. A-t-elle murmure d'une voix parfaitement stable. Je suis PRT signé. L'après-midi madame, une voiture de police banalise s'égare sans bruit ni cierme devant leur maison en banlieue. Les voisins, toujours curieux, ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un simple problème de stationnement. Les policiers en civil ont sonné la porte de l'appartement principal. Julien a ouvert la porte presque immédiatement. Il portait un simple t-shirt gris de lave. Son visage semblait sérieux. Il avait madame l'air allègrement fatigué, jouant le RL du mari inquiet. Juste derrière lui, dans le couloir de l'antre, se tenait Geneviève, sa MRE. Elle portait un chemisier fleur. Son visage affichait une expression faussement effraie. Bonjour. Police judiciaire. Le capitaine Leffre a sorti sa plaque professionnelle et la pressante hauteur des yeux de Julien. Nous menons actuellement une enquête approfondie suite aux blessures graves subies par votre épouse, Madame Amélie. Pendant une fraction de seconde, une lueur indéfinissable à travers le regard de Julien. Ce n'était pas de la terreur. Ce n'était pas la surprise d'un homme innocent. C'était le regard froid d'un homme qui calcule rapidement ses chances. Mais il a TRS vite repris son RLE. Il a hoché la TTE avec ferveur. Bien sœur. Je vous en prie, entrez.
Nous sommes complètement sous le choc depuis hier. Je vous l'avais bien dit. Elle a des problèmes de sang récurrents depuis TRS longtemps. Geneviève a immédiatement pris le relais avec empressement. Oh oui. Nous n'arrêtions pas de la supplier d'aller consulter un bon médecin spécialiste. Mais elle repoussait toujours le chance. Elle est situ. Le capitaine Lefebvre entre dans le salon sans retirer ses chaussures. Elle était suivie de PRS par un technicien de la police scientifique portant une lourde mallette noire. 2 témoins officiels les accompagnaient pour garantir la légalité de la perquisition. Nous avons un mandat. Nous devons examiner votre cuisine avec attention. Nous allons inspecter votre vaisselle. Nous allons vérifier vos bottes d'infusion et de TH. ADCLAR l'encutrice d'un ton sans appel. Ensuite, nous procéderons la fouille complète de votre garage. Oui, allez-y, faites votre travail. Julien accarre les bras dans un geste de totale transparence. Nous n'avons absolument rien vous cacher. La cuisine de la maison était d'une propre clinique. Le plan de travail en granit brillait. Les tasses étaient méticuleusement alignées sur le boutoir PRS d'Olivier. Une botte en carton contenant de la tisane en vrac dépose bien en évidence sur le tagre-pisse. Le technicien en combinaison blanche a sorti ses gants en latex. Il a saisi la botte de tisane avec d'infinies précautions et la place dans un grand sac de preuve-sel. Il a ensuite utilisé des couvillons stériles pour prélever d'échantillons l'intérieur de la bouilloire électrique. Il a fait de madame sur les parois internes des tasses propres. Chaque élément a étiquette, sign et document. Geneviève observait la SCNE depuis l'encadrement de la porte. Elle gardait les bras croisés sur sa poitrine. C'est sûrement une erreur ridicule de l'hôpital. C'est juste une crise de nerfs. Elle a toujours été psychologiquement fragile. Lorsque le capitaine a exigé l'ouverture du garage attenant la maison, les mouvements de Julien sont devenus imperceptiblement plus lents. Il a pris son trousseau de CLS avec une légère citation. Bien sûr. Mais je vous préviens, il n'y a rien de spécial dedans. C'est juste mon atelier avec des vieux outils de bricolage. Le lourd rideau métallique s'élève dans un grincement aigu. L'intérieur du garage empestait l'huile de moteur froide et l'essence rance. Il y avait de nombreuses tagres métalliques charges de bidons en plastique, de bocaux en verre crasseux et de pistes taches rouille. Le technicien scientifique s'est mis au travail avec une méthode implacable. Il ouvrait méticuleusement chaque récipient. Il insérait un bâtonnet de test à l'intérieur. Il photographiait chaque ticket avec un flash puissant. C'est alors que, cache tout au fond, derrière une pile de gros pneus d'hiver poussiéreux, le technicien a extrait un bidon en plastique industriel sans ticket commercial. Il l'a secoué aigrement. Le bidon est moitié vide. C'est un simple solvant que j'utilise pour nettoyer mes vieilles pistes de moteur. A précipitamment des CLAR Julien, la voix soudainement un peu plus aiguë. C'est là mon travail. C'est tout fait normal. Il faudra alors nous fournir les documents officiels prouvant la sortie de ce produit des stocks de votre entreprise. A réplique le capitaine Lefebvre avec une froideur polaire. Julien adglutit difficilement mais à hoche la TTE. Aucun problème. Je vous apporterai à demain. Geneviève, essayant de détendre l'atmosphère glaciale, attend un sourire crisp. Est-ce que les agents tirent boire un café? Ou peut-être un peu de tisane? Nous venons justement d'acheter une nouvelle botte. Le capitaine Lefebvre ses mouvements. Elle se tourne vers la MRE de Julien. Elle la fixe d'un long regard lourd de sous-entendu. Non merci, madame. Nous allons nous abstenir de consommer quoi que ce soit ici. Tous les prélèvements ont été soigneusement en balle. Le procès-verbal de perquisition a été rédigé sur la table de la salle manger. Julien assigne le document d'une main qui tremblait peine. Lorsque les policiers sont sortis dans la cour et que la porte d'entre se referme derrière eux, un silence de mort s'est abattu sur la maison. Et pour la toute première fois depuis des mois, ni Julien ni Geneviève n'ont osé prononcer une seule blague sur la prétendue hypocondrie d'Amélie. Ils comprenaient tous les deux que la situation venait de basculer. Désormais, ce n'étaient plus des ragots de voisinage qui faisaient la loi. C'étaient les chiffres irréfutables des machines de laboratoire, la rigueur de la science et l'implacable expertise de la police. 48 heures plus tard, le laboratoire de toxicologie de la police a rendu son rapport final. Les conclusions étaient accablantes. Des traces vidantes du madame solvant industriel de graissage avaient été découvertes à l'intérieur de la paroi de la tasse personnelle d'Amélie. Ce poison est également présent en quantité mesurable dans les restes de la tisane en vrac saisie dans la cuisine.
La composition chimique correspondait 100% avec le liquide toxique contenu dans le bidon cache derrière les pneus dans le garage de Julien. Une équipe d'intervention de la brigade criminelle a été immédiatement dépêchée la résidence tété le matin. Un policier a appuyé longuement sur la sonnette. Aucune réponse. Il a sonné une deuxième fois. Le silence absolu régnait. La porte de l'appartement d'en face s'est entr'ouverte. C'était la voisine. Celle qui avait appelé l'ambulance le jour de la FTE. Vous cherchez monsieur Julien. A-t-elle chuchoté en passant la TTE dans l'entrebâillement. Oui, madame. Où sont-ils? Ils sont partis il y a à peine 1 heure. Je les ai vus charger de grosses valises dans le coffre d'un taxi. Ils m'ont dit en passant qu'ils prenaient l'avion ce matin. Julien a dit que c'était un voyage surprise pour son anniversaire. Qu'il ne pouvait pas rater les billets. Le capitaine lèvera Chang un regard lourd de sens avec son col en uniforme. Elle avait sorti son téléphone crypte pour contacter le poste de commandement. Lancer un avis de recherche immédiat. Préparer un mandat d'arrêt et une interdiction formelle de quitter le territoire national. Contacter la SCURI de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry en urgence absolue. S'il parvenait monter dans cet avion et quitter l'Europe, l'extradition serait un cauchemar diplomatique. Mais le simple fait qu'il tente de s'enfuir avec des valises pleines, 48 heures seulement après la perquisition, constituait un aveu de culpabilité hurlant. Les personnes innocentes ne font généralement pas leur bagage en urgence pour disparaître dans la nature alors que leur propre épouse est clouée sur un lit d'hôpital, luttant pour apprendre à marcher. L'aéroport de Lyon, l'interception a eu lieu directement devant le comptoir d'enregistrement des bagages. Julien tenait 3 passeports et des billets d'avion électroniques empreints dans sa main droite. Geneviève, sa MRE, se tenait c'était de lui. Elle rajustait nerveusement la lanière en cuir de son sac de voyage fleurs. Ils essayaient de se fondre dans la masse. Ils ressemblaient des touristes ordinaires, un peu stressés par le DPART imminent. Mais ils n'étaient pas seuls. Juste c'était deux se tenait une troisième personne. C'était une jeune femme d'environ 25 ans. Elle portait une robe ample de maternité qui mettait en évidence un ventre d'hygie bien rond. Elle tenait simplement un petit sac d'eau et levait les yeux vers le grand panneau d'affichage des vols internationaux. Lorsque 3 agents de la police aux frontières, accompagnés d'un inspecteur en civil, ont encerclé le petit groupe, le visage de Julien est devenu d'une pleure cadavrique. Le sang adserre ses joues. Mais il attend un dernier coup de bluff tactique. Il abombe le torse. Quel est le problème? Sur quelle base illégale nous enchez-vous d'embarquer? A-t-il aboyé en essayant de paraître indigne devant les autres passagers? Monsieur Julien. Vous devez nous suivre immédiatement dans nos locaux de SCURI. A répondu l'inspecteur d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Nous avons de TRS nombreuses questions vous poser dans le cadre d'une enquête criminelle ouverte par le parquet. Geneviève a tralement porte ses mains son visage. C'est un scandale. C'est un malentendu ridicule. Nous allons rater notre vol cause de vos bêtises. Vos billets d'avion ne vous seront plus d'aucune utilité, madame. A tranche le policier chement. La jeune femme enceinte, de son CT, n'avait pas encore assimilé la violence de la SCNE. Elle a regardé Julien avec de grands yeux nafs remplis d'incompréhension. Julien, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police nous harte? L'un des inspecteurs s'étourne vers elle. Il a sorti son carnet. Veuillez décliner votre identité, mademoiselle. Présentez-moi vos papiers officiels. Elle a fouillé dans son sac avec des mains tremblantes et lui a tendu sa carte d'identité. Je m'appelle Claude. Claude Martin. Quel est votre lien exact avec cet homme? A demandé le policier en signant Julien du menton. Elle a cite, visiblement intimide par les uniformes. C'est mon fiant. Nous allons nous marier TRS bientôt. Le policier la scrute avec un mélange de pitié et de srite professionnelle. T'es-vous seulement au courant de sa véritable situation matrimoniale, mademoiselle? Qu'est-ce que je suis censé savoir? Qu'il est dit également marie une autre femme, par exemple. Et que cette femme se trouve actuellement aux soins intensifs. Claude a carquillé les yeux. Le choc la frappe de plein fouet. Elle a plaqué ses 2 mains sur sa bouche pour s'encher de hurler de terreur au milieu du terminal. Vous n'êtes pas en théâtre d'arrestation, mademoiselle. Vous t'es libre de partir. Lui a dit l'inspecteur d'un ton plus doux. Mais attendez-vous recevoir une convocation officielle TRS prochainement. Vous devrez témoigner sous serment. Elle a acquiescé que d'un mouvement de TTE automatique, totalement sonne.
Son regard paniqué passait de Julien au policier. Julien refusait catégoriquement de croiser ses yeux. Il fixait le sol avec obstination. Lorsque le clic froid des lourdes menottes métalliques sonnant se refermant sur ses poignets, Julien a enfin laissé exploser sa rage contenue. Tout est une immense erreur. Vous ne comprenez rien l'histoire. Vous ruinez ma vie. Nous aurons tout le temps de démêler cette histoire en salle d'interrogatoire. A conclu l'inspecteur en le poussant en avant. Geneviève a été escorte par 2 autres agents. Elle se débattait verbalement. Elle criait qui voulait l'entendre que c'était de la pure diffamation. Que sa belle-fille détestable avait tout un vent pour les druire. Qu'elle souffrait de folie psychiatrique et qu'elle avait sûrement avalé du poison à madame pour se rendre intéressante. Chloé, la jeune maîtresse enceinte, et reste absolument seule au milieu du hall de l'aéroport. Elle se tenait debout, trifie devant le comptoir d'enregistrement numéro 4. Les haut-parleurs ont annoncé le début de l'embarquement pour leur vol. Elle n'a pas fait un seul pas à travers les immenses baies vitres de l'aéroport de Lyon, elle a regard, paralyse, les policiers forçaient Julien et sa aimait remonter l'arrière d'un fourgon de police grillague. Ce n'est que cet instant précis que son cerveau a finalement compris la vraie sordide. Ce fameux voyage luxueux offert pour l'anniversaire de Julien n'était pas une preuve d'amour. C'était une fuite échouée de s'espre pour échapper la prison criminelle. La salle d'interrogatoire du commissariat central était glaciale et aveuglante. Les murs étaient peints d'un gris terne. Julien était assis sur une chaise inconfortable, face au capitaine Lefebvre. Ses menottes avaient été retirées, mais il gardait ses 2 mains pose plat sur la table métallique, comme s'il sentait encore le poids de l'acier sur sa peau. L'enquêtrice ferme avec force le lourd dossier contenant les preuves. Elle appelant son regard dans le sien. « Écoutez-moi bien, Julien. Les résultats définitifs des experts scientifiques sont sur cette table. La signature chimique de la substance mortelle trouvée dans le sang de votre femme est absolument identique au solvant toxique saisi dans votre garage privé. Les documents prouvant que vous avez personnellement volé ce produit dans les stocks de votre entreprise sont ici. Les messages accablants extraits du téléphone portable de votre mère ont été versés au dossier d'instruction. Votre tentative misérable de fuir le pays a tellement consigne. Avez-vous vraiment l'intention de continuer nier l'évidence? » Il est resté silencieux pendant de longues minutes. Il fixait les rayures sur la table. L'histoire n'est pas du tout celle que vous imaginez dans votre TTE de flic. A-t-il fini par cracher avec amertume. TRS bien. Alors, clairez-moi. Racontez-moi votre version fascinante des faits. Là encourage le capitaine avec un sarcasme glaçant. Il avale sa salive difficilement. Je n'ai jamais eu l'intention de la tuer. Je vous le jure. Et quel était votre but merveilleux, alors? Julien abaisse les yeux, honteux mais incapable de retenir la vraie plus longtemps. Je voulais juste que les choses se réglant d'elles, mesdames, naturellement. Que quoi ce RGLE, procissme? Soyez précis. La maison, l'argent, le divorce. Je voulais juste prendre un nouveau DPART dans la vie. Chloé attend un enfant de moi. A-t-il murmure d'une voix creuse. Je voulais l'épouser également. Je vais enfin être prêt, vous comprenez l'importance de la chose. Je vais avoir une vraie famille normale. Et votre épouse légitime, Amélie. Amélie Testril. Elle était incapable de me donner un enfant. Nous avons pas Diane entière de notre jeunesse payé les traites de cette maudite maison. Elle nous appartient totalement aujourd'hui. Mais si nous devions divorcer maintenant, je serais obligé de vendre et de partager l'argent en 2 parts égales. Cela signifierait repartir de zéro, sans un sou. Vivre dans un petit appartement en location. Et moi, j'ai un bébé en route. J'ai besoin de cette maison pour mon enfant. Les mots sortaient de sa bouche de plus en plus vite. Il ressemblait à un animal à cul qui tente de justifier l'injustifiable pour sauver sa peau. J'ai fait des recherches sur Internet le soir. J'ai lu des articles médicaux complexes. J'ai découvert qu'il existait des produits chimiques industriels capables de provoquer de graves lésions neurologiques progressives. Les forums expliquaient que si l'on administrait des doses infimes, les toxines ne seraient jamais détectées par les prises de sang de routine prescrites par les médecins de famille. Je pensais vraiment que les neurologues allaient diagnostiquer une maladie auto-immune incurable. Ou peut-être une forme foudroyante de sclérose en plaques. L'Internet est bourre de témoignages de ce genre de cas indétectables. Êtes-vous seulement conscient de l'horreur absolue de ce que vous êtes en train d'avouer? À demain le capitaine Lefebvre sans lever la voix, mais avec un profond dégoûté. Il hausse l'épaule avec un agacement puéril.
Les blogs disaient que si je dosais le produit goutte par goutte, le corps humain ne développerait pas de symptômes spectaculaires. Que le poison serait limé naturellement par les reins. Je ne suis pas un scientifique ou un chimiste, moi. J'ai juste cru ce que je lisais sur les forums de discussion. Je mettais juste quelques gouttes chaque soir dans sa tisane. Il a fait une pause, le souffle court. Votre MRE, Geneviève. T'es-elle au courant de votre projet d'empoisonnement? A attaqué brutalement l'encutrice. Julien adourne la TTE. Il était incapable de couvrir sa complice. Elle m'a dit qu'Amélie était de toute façon une femme maladive et inutile l'associée. Qu'elle ne servait plus rien puisqu'elle ne pouvait pas procréer. Ma MRE a dit que ce n'était qu'une question de temps avant que je ne la quitte. Que si ma femme devenait lourdement handicap physique et dépendante de moi, il me serait TRS facile d'obtenir la tutelle illégale sur la maison et de la vendre pour payer des soins imaginaires. Que madame un juge me donnerait raison face une femme mentalement et physiquement brise. Donc, si je reçume votre pense macabre, l'idée initiale de la rendre handicap vient directement de votre MRE. Elle m'a fortement encouragé dans cette voie. Elle m'a répété tous les jours que si je ne faisais rien, je serais condamné à payer financièrement toute mon existence pour avoir fait l'erreur de choisir la mauvaise femme. Quelle erreur! Ayez le courage de prononcer les mots. L'erreur d'avoir pour une femme dont le ventre était vide. Le silence qui s'est abattu dans la petite piste d'interrogatoire était aussi lourd qu'une chape de plomb. Le capitaine Leffler a pris une profonde inspiration pour calmer sa propre colère. Réalisiez-vous un seul instant que vous étiez en train de détruire physiquement l'organisme de votre femme en lui infligeant des souffrances atroces. Il a LCH un petit rire nerveux, totalement DPLAC. Je pensais sincèrement que le pire effet secondaire serait une grosse fatigue musculaire. Je voulais juste la rendre suffisamment faible et puisse pour qu'elle n'ait plus l'énergie mentale de se battre contre moi devant un avocat. Je voulais qu'elle signe les papiers d'abandon de la maison sans faire d'histoire. En RSOM, vous aviez planifié de la transformer en un légume dépendant pour la dépouiller de ses biens en toute impunie. Il n'a trouvé aucune réponse formulée face à cette vraie crue. Le lendemain matin, c'était au tour de la jeune Claude de s'asseoir dans le bureau du commissariat. Elle était blême. Elle serrait un gobelet en plastique rempli d'eau froide entre ses mains tremblantes. Ses yeux étaient rougis par les larmes d'une nuit blanche. Il m'avait juré qu'il était en plein divorce depuis des mois. A-t-elle répété inlassablement au policier qui enregistrait sa déposition. Il m'avait raconté que son ex-femme avait quitté le domicile conjugal. Qu'elle souffrait de graves troubles psychiatriques et de paranoïa. Il m'a assuré que les papiers de séparation officiels étaient digis chez le notaire. Il m'avait promis de me demander officiellement en mariage l'église DS la fin de l'année. Lorsqu'un inspecteur lui a RVL froidement la rallie, lui expliquant qu'Amélie est actuellement clouée sur un lit d'hôpital, luttant contre la destruction chimique de ses nerfs orchestrés par l'homme qu'elle aimait, Claude s'est effondré en sanglots convulsifs. Je croyais vraiment que nous allions choisir les fleurs pour notre cérémonie de mariage. A-t-elle murmure entre deux hoquets. Les enquêteurs ont TRS vite conclu qu'elle n'avait joué aucun RLE dans ce complot machiavélique. Elle était simplement une victime collatérale, manipulée par les mensonges d'un psychopathe narcissique. Dans la cellule voisine de la garde-vue, Julien Comnet enfin réalisé l'ampleur du désastre. Son plan diabolique, qu'il croyait infaillible, ne s'était pas effondré cause d'une erreur de dosage chimique. Il avait échoué cause de sa propre arrogance suprême. Il avait bêtement cru que quelques recherches hasardeuses sur un forum obscur le rendraient plus intelligent que les médecins légistes et les experts de la police scientifique. Il avait considéré la vie de sa femme non pas comme sacre, mais comme un simple obstacle bureaucratique sur le chemin de sa nouvelle maison et de sa nouvelle famille. Le procès s'est ouvert devant les assises PRS de 5 mois plus tard. Les audiences se sont tirées sur plusieurs semaines prouvantes. Dans la majestueuse salle du tribunal judiciaire de Lyon, Julien était assis sur le banc des accusés, la gauche de son avocat commis d'office. Il avait perdu toute son arrogance et sa superbe. Ses vêtements flottaient sur son corps amaigri. Il répondait aux questions du président du tribunal de manière TRS brevet. Il attend de RPTER plusieurs reprises sa ligne de défense pitoyable. Je n'avais pas l'intention de la blesser si gravement. Mais les juges n'en montrent aucune clémence. Ils ont examiné méticuleusement les milliers de messages haineux avec sa MRE. Ils ont coulé les rapports glaçants des experts toxicologues d'aillant la souffrance cellulaire. Ils ont souligné la préméditation méticuleuse et la cruauté de la méthode choisie. Le verdict final, lu par le juge, résonne comme un coup près dans la grande salle silencieuse. Tentative de meurtre par empoisonnement avec préméditation et volonté d'enrichissement personnel. Association de malfaiteurs.
Julien A.T. condamne une peine ferme et TRS lourde. 9 ans de réclusion criminelle dans un établissement pénitentiaire de Haute-Scurie. Geneviève, sa mère bien-aimée, accope de 5 ans de prison ferme pour complicie active et non-assistance personne en danger. Le juge a tenu souligner dans ses conclusions l'horreur de ses messages téléphoniques, prouvant qu'elle avait exercé une pression psychologique constante et qu'elle avait parfaitement conscience des souffrances infligées sa belle-fille. Le fait qu'elle soit une personne GE n'a absolument pas été retenu comme une circonstance atténuante par les jurys, cœur par sa maquancée gratuite. Claude n'a pas mis les pieds dans la salle d'audience durant le proc. Elle avait été longuement interrogée par le juge d'instruction des mois auparavant. Son statut est celui d'un simple témoin centilitre de l'accusation. Sa grossesse, suivie de PRS par des médecins, se déroulait sans aucune complication médicale malgré le choc traumatique énorme qu'elle avait subi. Elle avait définitivement coupé tous les ponts avec Julien et sa famille. Amélie, quant à elle, était bien présente le jour de l'annonce du verdict. Elle a franchi les lourdes portes en bois du tribunal en marchant TRS lentement. Sa démarche était encore aigrement citante. Elle utilisait une gante canne orthopédique pour s'appuyer. Mais elle refusait catégoriquement toute aide physique des huissiers. Le docteur Martin, son neurologue dévoué, lui avait expliqué la situation avec une grande honnêteté. Les fibres nerveuses détruites par le solvant se rendent TRS lentement. Environ un infime millilitre par jour. Une partie des dommages neurologiques serait probablement permanente et l'accompagnerait toute sa vie. Mais le pronostic le plus terrifiant, l'invalidité totale et le fauteuil roulant, avait écarté GRCE la rapidité de l'intervention aux urgences. Lorsque le juge principal a prononcé les peines d'emprisonnement ôtées intelligible voix, Amélie agarre le dos parfaitement droit. Elle n'a pas daigné accorder un seul regard Julien lorsqu'il a été menotté par les gendarmes pour être reconduit en détention. Toname, elle n'a pas ressenti d'explosion de joie ou de profond soulagement émotionnel. Ce qu'elle a ressenti, au plus profond de son me, c'était simplement la fin d'un chapitre toxique. Une libération silencieuse. Une semaine jour pour jour après la fin du proc, elle a DPOS une requête officielle en divorce pour faute grave. La procédure devant le tribunal des affaires familiales a été bouclée une vitesse record. La lourde condamnation pénale de son mari aux assises constituait une preuve incontestable et absolue pour prononcer la dissolution immédiate des liens du mariage, sans qu'il soit besoin de débattre pendant des mois. La bataille juridique pour le partage du patrimoine commun a fait l'objet d'une audience spare. Mais le juge civil a lourdement sanctionné le crime crapuleux commis par le pou contre sa propre femme. La justice a tranché. L'intégralité de la grande maison de banlieue lyonnaise a été attribuée à Amélie, en guise de compensation financière partielle pour son préjudice physique et moral incommensurable. Une année entière s'écoule depuis ces événements tragiques. Amélie a cessé de compter avec angoisse chacun de ses pas dans le long couloir du centre de rééducation fonctionnelle. Elle marche désormais avec beaucoup plus d'assurance. Son rythme est un peu plus lent qu'avant la maladie, c'est vrai, mais la peur paralysante que ses jambes se droguent brutalement sous son poids a complètement disparu de son esprit. Le docteur Martin lui a avoué lors d'une consultation de contrôle. Vous avez récupéré vos facultés motrices bien au-delà de nos prévisions les plus optimistes, Amélie. Vous êtes une battante exceptionnelle. Du fond de sa cellule de prison surpeuplée, Julien n'a cesse de lui crier. Des lettres manuscrites couvertes de ratures arrivaient consciencieusement dans sa boîte aux lettres chaque semaine. Le contenu est toujours le Madame Ramassis pitoyable de mensonges et de supplications. Il implorait son pardon divin. Il jurait sur sa vie qu'il avait eu une illumination spirituelle en cellule. Qu'il venait de réaliser qu'elle était l'unique amour de sa misérable existence. Il affirmait qu'il avait été manipulé pousse au crime par la pression insoutenable de sa mère dominatrice. Il la suppliait genoux de venir le visiter au parloir de la prison centrale. Il implorait une seconde chance Chinric. Amélie n'a jamais pris la peine de lire ses lettres jusqu'au bout. Elle n'y a jamais répondu. Elle jetait les enveloppes au feu. C'est paradoxalement au sein Madame de l'Hôpital, dans l'ambiance aseptiste du département de rééducation intensive, qu'Amélie accroît le chemin de Laurent. Ce grand homme la barbe soigne venait religieusement tous les après-midi rendre visite son vieux pré, qui se remettait péniblement d'une lourde opération cardiaque chirurgicale. Lors de leur première rencontre dans le long couloir du service, ils ont simplement tchang de brefs sourires polis. Quelques mots de courtoisie sur la ponctualité des médecins, sur la mauvaise qualité du caf de la machine du hall, ou sur le planning rigide des séances de kinésithérapie. Puis, au fil des semaines, les conversations se sont allongées. Ils ont comment parlé de leur vie, de leurs blessures, de leurs espoirs brisés et reconstruits. Laurent est un homme veuf depuis plusieurs années. Il levait seul sa petite fille, là. Une enfant de 3 ans,
incroyablement sérieuse pour son GE. Elle avait de fines nattes tresses avec soin et cette habitude touchante de s'agripper fermement la main des adultes de confiance, comme si elle vérifiait discrètement qu'ils n'allaient pas s'évaporer dans l'air. Un mercredi après-midi, faute de baby-sitter, Laurent a amené la petite là avec lui à l'hôpital. Amélie était en train de faire un exercice difficile. Elle s'appuyait lourdement sur son déambulateur métallique en soufflant. Lorsqu'elle a aperçu la fillette, elle lui a offert un grand sourire chaleureux et lumineux, oubliant sa douleur. Là, sans la moindre once d'hésitation ou de timidité, à marche vers elle et lui a tendu sa petite main potelle pour l'aider. C'est de ce geste si simple, si pur, que tout a véritablement comment entre eux. Personne n'a cherché à brûler l'étape. Ils sortaient tous les deux d'une tente. Il n'y a eu aucune grande déclaration hollywoodienne sous la pluie. Il n'y a eu que des propositions douces et ancrées dans leur aile. On pourrait aller tous ensemble se promener au parc de la TTE d'Or dimanche après-midi. Je peux venir t'aider préparer le dîner ce soir si tu es trop fatigué par tes exercices. La demande souvent de tes nouvelles, elle s'est beaucoup attache-toi. Quelques mois plus tard, au cours d'un dîner paisible, Laurent appose sa main sur la sienne. Il a regardé Amélie avec une intensité rare et a proposé calmement de le pousser. Je veux juste que tu sois certaine de mes intentions. A-t-il dit d'une voix grave. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je ne joue pas. Amélie a souri doucement, mais elle a secoué la TTE. J'étais profondément en or, Laurent. Mais je n'ai absolument plus besoin d'un contrat de mariage ou d'un bout de papier officiel signe la mairie. J'ai eu ma dose d'obligation légale mortifère. Tout ce que je tire aujourd'hui, c'est la paix, la confiance mutuelle et le calme absolu. Laurent n'a montré aucune déception. Il a compris immédiatement. Quelques mois après cette discussion fondamentale, ils ont pris la décision vraiment réfléchie de vivre sous le Madame Toit. Laurent et la ont emménagé dans la grande maison d'Amélie en banlieue. Cette maison spacieuse, pour laquelle elle avait payé un prix si exorbitant, en argent et en larmes, était parfaite pour lever un enfant. L'ancien appartement en ville de Laurent a été mis en location saisonnière. Ce revenu financier supplémentaire permettait à Amélie de travailler temps partiel et de ménager sa santé fragile. Désormais, chaque soir, les murs de la cuisine, autrefois froids et silencieux, ressonnent d'éclats de rire cristallins d'une petite fille pleine de vie. Sur le rebord de la grande fenêtre du salon, de gros pots de fleurs colores ont remplacé la poussière, toyant des bottes de crayons de cire et des cahiers de coloriage bariole. Un dimanche matin en soleil, alors qu'elle cherchait son doudou perdu sous le canapé, la petite là se tourne vers Amélie et l'a appelée maman, par pur réflexe affectueux. La fillette s'est empourpre, soudain TRS confuse de son erreur de vocabulaire. Mais Amélie s'est agenouillée avec difficulté, l'a prise dans ses bras et n'a fait aucune remarque pour la corriger. Les larmes qui coulaient sur ses joues étaient des larmes de guérison absolue. La médecine avait diagnostiqué qu'elle ne pourrait jamais donner la vie par son propre corps. Mais le destin, dans son immense ironie réparatrice, avait fait d'elle une mère part entière. Parfois, les fentes nauséabondes du passe tentent de s'immiscer dans son sang lumineux. Cela prend la forme d'une lettre l'entêtée de l'administration pénitentiaire que le facteur glisse dans la botte, ou d'un bref appel téléphonique formel de son avocate concernant des détails administratifs. Mais ce ne sont plus que des chauds lointains, des bruits de fond inoffensifs qui n'ont plus aucun pouvoir sur son me. Parfois, le moment précis qui ressemble à la fin absolue de votre existence s'arrête, en rallye, le véritable point de départ de votre vie. Autrefois, lorsqu'elle allonge sur les dalles de béton brûlantes de cette cour, respirant l'odeur de la viande grille avec les jambes mortes, Amélie avait la certitude d'assister à la destruction totale de son univers. Elle croyait vivre le pire cauchemar humain. La trahison ultime de l'homme qu'elle aimait, la perte de sa santé physique, la ruine de toutes ses ânes de sacrifices silencieux. Mais avec le recul implacable du temps, elle sait que c'est précisément cette chute brutale et terrifiante qui a violemment déchiré le voile des illusions. C'est cet instant d'horreur pure qui a permis d'exposer la lumière du jour les monstres qui se cachaient derrière les sourires de fade de son mari et de sa belle éméreux. Et parfois, le jour le plus sombre, le plus froid et le plus désespéré de toute votre existence n'est autre que le premier matin de votre véritable vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire de résilience vous a touché, je vous invite à laisser un pouce en l'air sous cette vidéo. C'est un tout petit geste gratuit pour vous, mais cela compte énormément pour soutenir mon travail. Je vous dis un grand merci et TRS bientôt pour un nouveau RCIT. Au revoir.